Flat Earth, foire aux questions par Éric Dubé. Chapitre 1. Comment savez-vous que la Terre n'est pas une sphère en rotation? La Terre plate a longtemps été dénigrée, tournée en dérision et méprisée comme étant la plus farfelue de toutes les théories du complot, marginalisée, moquée et ridiculisée pendant des siècles, comme étant une ancienne civilisation du monde ignorante et non scientifique. Mais les faits sont loin d'être ce que l'on vous a dit. Après un examen approfondi et des recherches réalisées avec un esprit ouvert, tout esprit critique et sceptique constatera que c'est en fait la théorie d'une Terre ronde inclinée et qui tourne sur elle-même, prônée par la NASA et enseignée dans les écoles, qui est vraiment ridicule et non scientifique. Voici 20 façons de prouver par soi-même que la Terre est plane et stationnaire. 1. Le bon sens. On ne le dira jamais assez, la chose la plus importante à réaliser est la façon la plus évidente de savoir que vous ne tournez pas sur une boule. C'est votre propre bon sens et votre expérience vécue. Vous avez toujours eu et aurez toujours l'impression de vivre à l'endroit sur une terre immobile, avec le soleil, la lune et les étoiles qui tournent au-dessus et autour de vous. C'est le bon sens et c'est ce que tout le monde expérimente personnellement chaque jour de sa vie. Pourtant, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à croire beaucoup de choses complètement à l'opposé de notre bon sens et à notre propre expérience. On nous dit que les personnes qui vivent en bas de cette sphère tournante, qu'est la Terre, en Australie, vivent en fait à l'envers par rapport à celles qui résident dans l'hémisphère nord, tandis qu'une force invisible suffisamment puissante pour maintenir les personnes, les bâtiments et les océans collés à la face intérieure d'une boule en rotation rapide, mais suffisamment faible pour permettre aux oiseaux, aux insectes et aux avions de décoller et de voler facilement, maintient l'atmosphère de la Terre en rotation, en parfait équilibre et retient fermement tout le monde à la surface sans nous écraser. Nous voyons bien que l'horizon est plat, mais on nous dit qu'il est courbé. Nous pouvons sentir que la Terre sous nos pieds est immobile, mais on nous dit qu'elle bouge. Nous pouvons observer des luminaires qui tournent autour de nous, mais on nous dit que c'est nous qui tournons. Il est évident que les étoiles sont des étoiles, mais on nous dit que les étoiles sont des soleils. On voit que le soleil est plus grand que les étoiles, mais on nous dit que les étoiles sont plus grandes que le soleil. Nous pouvons voir que le soleil et la lune ont la même taille, mais on nous dit que le soleil est 400 fois plus grand. Il est évident que le haut est le haut et le bas est le bas, mais on nous dit que cela n'existe pas. Comme le dit David Wardlaw Scott, auteur d'un ouvrage sur la Terre plane, pour l'astronome moderne, il n'y a théoriquement ni haut ni bas, bien que son expérience démente cette affirmation. Chaque fois qu'il regarde en haut, vers le ciel ou en bas, vers le sol, une telle aberration intellectuelle est vraiment à plaindre. Au IIIe siècle, le philosophe Lactantius était lui aussi perturbé par cette idée. Il déclara « Une sphère où les gens de l'autre côté vivent les pieds au-dessus de la tête, où la pluie, la neige et la grêle tombent vers le haut, où les arbres et les cultures poussent à l'envers et où le ciel est plus bas que le sol, l'ancienne merveille des jardins suspendus de Babylone n'est rien en comparaison des champs, des mers, des villes et des montagnes que les philosophes païens croient suspendues à la terre sans aucun support. » En vérité, l'idée que des gens se tiennent debout, que des bateaux naviguent et que des avions volent à l'envers sur certaines parties de la Terre, alors que d'autres sont inclinés à 90 degrés et à tous les autres angles impossibles, est une absurdité totale et un affront au bon sens. En fait, le bon sens est la première victime de la croyance héliocentrique. Aucun enfant ou homme non endoctriné ne conclurait ni ne concevrait jamais, s'il était livré à lui-même, sur la base de ses propres observations, que la Terre est une boule en rotation autour du Soleil. Lorsque les enfants sont endoctrinés dès le plus jeune âge et qu'ils abandonnent leur bon sens et leur expérience vécue d'une Terre géocentrique plane en faveur de ce modèle absurde de globe héliocentrique enseigné dans les écoles, un schisme se produit dans leur cerveau. Ils ne peuvent plus faire confiance à leur propre sens et expérience et doivent se fier des informations totalement contraires, enseignées par de prétendus experts et figures d'autorité qui insistent sur le fait que leur version de la réalité est correcte.
Lorsque les enfants voient que tous les adultes autour d'eux croient fermement à la rotation du globe, et qu'ils entendent que seuls nos ancêtres ignorants et non scientifiques pensaient différemment, ils abandonnent volontiers les preuves empiriques de leur sens et adoptent le modèle absurde qui prévaut. Comme le dit l'auteur de La Terre plate, E. Eschini, la seule chose que la fable de la Terre qui tourne a faite, c'est de montrer le terrible pouvoir du mensonge. Un mensonge qui a le pouvoir de faire d'un homme un esclave mental, de sorte qu'il n'ose pas revenir sur l'évidence de ses propres sens. Il n'ose pas nier le mouvement clair et évident du soleil qu'il voit devant lui. Lorsqu'il se sent debout sur une terre totalement dépourvue de mouvement, il est prêt à accepter, à la suggestion de quelqu'un d'autre, qu'il tourne furieusement sur lui-même. Lorsqu'il voit un oiseau voler et se poser sur le sol, il est prêt à croire que ce sol se déplace en réalité un grand nombre de fois plus vite que l'oiseau. Et enfin, pour soutenir l'imagination d'un fou, il est prêt à accuser son créateur de lui avoir inculqué un mensonge sensible. 2. Fausse photographie. L'une des principales raisons pour lesquelles le commun des mortels croit que le monde est un globe est la présence d'images et de séquences vidéo de la Terre globulaire fournies par la NASA et d'autres agences spatiales. Des centaines de ces images et des milliers de vidéos montrant une Terre globulaire sont librement accessibles sur Internet, mais la plupart des gens ne les examinent jamais d'un œil critique et sceptique. Des premières photographies aux dernières diffusions en direct, la NASA et les autres agences spatiales du monde continuent d'être démasquées pour leur supercherie au style hollywoodien. Lorsqu'on les compare consciencieusement et qu'on recherche les incohérences, il s'avère que toutes les images et vidéos montrant une Terre globulaire ont été manipulées d'une manière ou d'une autre. Toutes les vidéos de globes terrestres, par exemple, sont réalisées avec une lentille de type fisheye pour courber l'horizon, ou sont entièrement créées à l'aide de la technologie de l'image de synthèse. Un exemple flagrant de cette dernière méthode est la vidéo de la Terre réalisée par la NASA en 1990, censée avoir été filmée par le télescope spatial Galileo à une distance de 2,09 millions de kilomètres. Cette vidéo montre le globe terrestre tournant dans l'espace sans interruption pendant 25 heures et montre exactement les mêmes nuages présents sans jamais se dissiper, ni changer de forme ou d'emplacement pendant tout ce temps. En réalité, si vous observez des nuages dans le ciel pendant plusieurs minutes, 3 choses se produiront inévitablement. Les nuages se déplaceront tous, certains changeront progressivement de forme et d'autres se dissiperont et disparaîtront complètement. Or, sur les images officielles de la NASA montrant la Terre en train de tourner, la couverture nuageuse mondiale ne se dissipe pas, ne change pas de forme et ne bouge pas pendant 25 heures, ce qui est évidemment impossible et constitue une preuve de falsification. Le célèbre saut GoPro Red Bull de 2012, au cours duquel le parachutiste Felix Baumgartner a été élevé à une altitude record de plus de 39 000 mètres dans un ballon stratosphérique avant de retomber sur Terre, est un bon exemple de falsification avec une lentille fisheye. 7 caméras GoPro placées à l'extérieur de l'engin et attachées à Félix lui-même ont enregistré l'intégralité de l'ascension et de la descente. Les observateurs attentifs remarqueront qu'à partir du sol et jusqu'à l'apogée des 39 km, l'horizon est fortement incurvé et le reste tout au long de l'ascension. Cette courbe est artificielle et est causée par l'objectif fisheye, standard des caméras GoPro. Une fois que Félix a atteint son altitude maximale et que la porte de son vaisseau s'ouvre, une caméra intérieure montée derrière lui, sans objectif fisheye, révèle la vérité en montrant un horizon parfaitement plat, toujours à hauteur d'œil et à plus de 39 km d'altitude. En ce qui concerne les centaines de photographies supposées du globe, la NASA admet volontiers qu'il s'agit d'images composites et non de photographies réelles. Elle affirme que les images composites sont réalisées à partir de bandes de données envoyées par des satellites, assemblées avec l'aide du logiciel Photoshop et colorisées pour le rendu final. Robert Simon, analyste principal du programme de la NASA et principal visualisateur de données, a admis lors d'une interview que ces images sont photoshopées parce qu'elles doivent l'être. Lorsqu'on les compare côte à côte et qu'on les regarde avec un œil averti, les incohérences deviennent évidentes. La coloration des terres et des océans et la taille relative des continents changent radicalement d'une image à l'autre, et la masse continentale est souvent beaucoup trop faible pour 50% d'un globe. Plusieurs images de la Terre appelée Blue Marble par la NASA présentent des exemples répétés de modèles de nuages clairement dupliqués.
Les améliorations informatiques apportées aux images de la Terre prises lors des missions Apollo sur la Lune révèlent également des trucages photographiques similaires. Lorsque les teintes sont supprimées des fonds noirs et que la luminosité est améliorée, des artefacts rectangulaires distincts apparaissent autour du globe à l'endroit où ils ont été collés, ce qui prouve une fois de plus qu'il s'agit de photos composites trafiquées. En outre, lorsque l'on compare les images de la Terre de la NASA avec celles des Russes, des Chinois et d'autres agences spatiales, les différences deviennent évidentes, et le fait qu'il s'agit simplement d'images Photoshop saute aux yeux. Si la NASA et les agences spatiales du monde entier pouvaient fournir des photographies et des vidéos réelles et légitimes d'un globe terrestre, elles le feraient très certainement. Le fait qu'elles continuent à ne produire et à ne diffuser que des images réalisées à l'aide d'objectifs fisheye et des images de synthèse est une preuve solide que la Terre n'est pas ce qu'elles prétendent. 3. L'eau. La physique naturelle de l'eau veut qu'une fois contenue et non perturbée, la surface reste toujours horizontale. Cette propriété physique fondamentale de l'eau explique pourquoi elle a été utilisée comme outil de nivellement par les constructeurs et les ingénieurs pendant des millénaires. Que ce soit dans un seau, une baignoire, un étang, un lac ou un océan, la surface de l'eau au repos reste toujours plate et n'a pas la capacité de présenter une convexité ou une forme quelconque à sa surface. Ce fait est facilement démontrable et empiriquement vérifiable, mais il est en totale contradiction avec ce que l'on nous dit à propos du globe terrestre. Pour que la Terre soit globulaire et recouverte à plus de 70% d'eau, les océans doivent d'une manière ou d'une autre s'enrouler autour d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace et s'y coller de tous les côtés. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'eau se comporte de cette manière. Comme chacun peut le constater par lui-même, les masses d'eau ne collent pas à la face inférieure d'une boule et ne peuvent pas présenter de convexité ou toute autre forme à leur surface. Les défenseurs de la Terre en forme de globe font souvent référence à des gouttelettes d'eau, à la courbure de surface, à la tension superficielle ou à l'adhérence, affirmant que ce sont des exemples de l'eau se pliant ou collant à une surface, ce qui n'est rien d'autre qu'un sophisme de fausse équivalence. Car ces phénomènes ne se produisent qu'à une très petite échelle, de la taille d'une tasse à café. Il s'agit d'océans entiers qui s'enroulent autour d'une boule en rotation et adhèrent à sa face inférieure et non d'une gouttelette d'eau ou d'une courbure de surface d'un verre rempli à ras-bord. La NASA a également entrepris récemment de simuler des boules d'eau en images de synthèse à l'aide de la technologie de la réalité virtuelle augmentée, afin de convaincre le public que l'eau peut se comporter de cette manière. Ce type de démonstration effectuée dans un cadre de référence inaccessible à 99,99% de la population ne peut toutefois pas être reproduit par les scientifiques sceptiques du monde entier et n'est donc ni scientifique ni admissible comme preuve de quoi que ce soit. Tout d'abord, ils affirment que seuls les objets massifs de la taille de la Terre ont cette propriété d'attraction, puis comme preuve, ils montrent un phénomène prétendument en dehors de notre cadre de référence terrestre. En d'autres termes, ils affirment que les masses d'eau peuvent se plier, coller à une boule et présenter une courbure à leur surface, mais uniquement à une échelle trop grande pour que le public puisse la recréer. Ensuite, ils affirment que l'eau peut se mettre en boule et flotter en suspension dans l'air, mais uniquement dans un cadre de référence trop éloigné pour que le public puisse le recréer. En ce qui concerne le niveau de l'eau, les défenseurs du globe ont en fait tenté de redéfinir complètement le terme « niveau » pour l'adapter à leur dogme. La véritable définition du terme niveau est un plan plat et horizontal dont la surface ne présente aucun écart d'élévation. L'eau cherche et maintient toujours son propre niveau, et c'est pourquoi elle a été utilisée depuis la nuit des temps dans les niveaux à bulles et les projets de construction pour créer des structures parfaitement horizontales, quelle que soit leur taille. Cependant, les fanatiques du globe, insatisfaits de cette vérité évidente et de cette définition claire, ont tenté de redéfinir le terme niveau pour lui substituer celui de courbe. Leur nouvelle version du terme niveau, adapté au globe, signifie hauteurs égales autour d'une boule, mesurée à partir d'un point central. Le fait est que personne n'a jamais atteint cet hypothétique point central de l'hypothétique globe terrestre, de sorte que leur terme redéfini ne peut être testé ou falsifié. Jusqu'à ce jour, soyez assurés qu'il y a une bonne raison pour que nous l'appelions niveau de la mer et non courbe de la mer. 4. L'horizon. L'horizon est toujours parfaitement horizontal sur 360 degrés autour de l'observateur, quelle que soit l'altitude. Si la Terre était en fait un globe, quelle que soit sa taille,
Lorsqu'un observateur s'élève, l'horizon resterait fixe et tomberait sous l'observateur au fur et à mesure qu'il s'élève. En réalité, toutes les images amateurs de ballons, de fusées, d'avions et de drones filmés sans lentille fisheye, à des altitudes maximales de plus de 32 km, montrent un horizon complètement plat qui s'élève toujours à la hauteur des yeux de l'observateur. Ce n'est que sur les images de la NASA et d'autres agences spatiales que l'horizon se courbe ou apparaît en dessous de la hauteur des yeux de l'observateur. Dans le modèle héliocentrique, l'horizon est censé correspondre à la courbure physique du globe. Et c'est la raison pour laquelle les bateaux qui s'éloignent de la côte disparaissent de la vue. Il s'agit en fait de l'une des premières preuves prétendues de l'existence d'un globe terrestre présentée par Aristote et toujours reprise par les croyants d'aujourd'hui. Mais grâce à la technologie moderne du zoom, nous savons maintenant que l'horizon n'est pas la courbure physique d'un globe et que ces bateaux peuvent être zoomés pour être à nouveau visibles. En effet, l'horizon n'est pas du tout un phénomène physique objectif, mais plutôt un phénomène optique subjectif, basé sur la perspective d'un observateur individuel. Si l'horizon était en fait la courbure physique objective d'un globe, les objets qui s'éloignent au-delà de l'horizon ne pourraient pas faire l'objet d'un zoom arrière, et l'horizon resterait fixe au fur et à mesure que l'observateur s'élèverait. En réalité, l'horizon s'élève en même temps que l'observateur, quelle que soit l'altitude à laquelle il se trouve. Et la technologie moderne du zoom permet de voir à nouveau les objets qui s'éloignent au-delà de la ligne d'horizon. Cela prouve que la ligne d'horizon n'est pas un point objectif de courbure sur une Terre convexe, mais plutôt la ligne de fuite subjective de la perspective d'un observateur donné. Citation de La Terre n'est pas une sphère, par le docteur Samuel Robotham. Sur la plage près de Waterloo, à quelques kilomètres au nord de Liverpool, un bon télescope a été fixé à une élévation de 1,380 mètres au-dessus de l'eau. Il était dirigé vers un grand navire à vapeur qui venait de quitter la rivière Mersey et se dirigeait vers Dublin. Peu à peu, la tête de mât du navire qui s'éloignait est devenue plus proche de l'horizon, jusqu'à ce qu'après plus de 4 heures, elle disparaisse. La vitesse normale des navires à vapeur de Dublin était de 12,8 km par heure, de sorte que le navire serait distant de plus de 51 km lorsque la tête de mât arriverait à l'horizon. Les 1,83 mètres d'élévation du télescope nécessiteraient de déduire 5 km pour la convexité, ce qui laisserait 47 km. Le carré de 47 multiplié par 20,32 cm donne 173 mètres. En déduisant 24,38 mètres pour la hauteur du grand mât, nous constatons que, selon la doctrine de la rotondité, la tête de mât du navire à vapeur sortant aurait dû être à près de 150 mètres en dessous de l'horizon. De nombreuses autres expériences de ce genre ont été réalisées sur des navires à vapeur en mer et ont toujours donné des résultats totalement incompatibles avec la théorie selon laquelle la Terre est une sphère. 5. Gyroscope. Les gyroscopes sont des instruments de précision constitués d'une roue montée à l'intérieur, de 2 ou 3 cardans qui fournissent un support pivotant et permettent à la roue de tourner autour d'un seul axe. Lorsque l'ensemble bouge et change d'angle, les cardans bougent et se déplacent en conséquence, mais la roue intérieure ne change jamais son angle par rapport à son cadre de référence initial. Cette propriété unique s'appelle la rigidité dans l'espace, ce qui signifie que la roue intérieure maintient son orientation et son axe de rotation par rapport à l'espace, et non à la surface de la Terre. Cela signifie que la base d'un gyroscope mise en mouvement avec son axe en position verticale puis placée sur une table pendant 6 heures devrait tourner de 90 degrés avec la rotation de la Terre. Au fur et à mesure que la Terre tourne sous le gyroscope pendant 6 heures, l'axe devrait lentement tourner de la position verticale à la position horizontale. Cette expérience a été testée de nombreuses fois, avec plusieurs vidéos complètes disponibles en ligne. Et l'axe vertical du gyroscope ne se déplace jamais. Si le modèle héliocentrique était vrai, non seulement le gyroscope détecterait la prétendue rotation de 1609 km par heure de la Terre, mais également la rotation de plus de 100 000 km par heure autour du Soleil. La spirale de plus de 800 000 km par heure de l'ensemble du système solaire, autour de la Voie lactée de la galaxie, et le voyage de plusieurs millions de kilomètres par heure de l'ensemble de la galaxie dans l'univers. Comme ces mouvements hypothétiques ne sont jamais enregistrés par les gyroscopes de précision, il est clair qu'ils n'existent pas, tout comme la sphère tournante qu'est la Terre, sur laquelle ils sont basés.
Les gyroscopes sont également à l'origine des systèmes de guidage inertiel et des indicateurs d'horizon artificiel des avions. Lorsque les avions militaires effectuent des loopings, des tonneaux et d'autres manœuvres de combat, l'horizon artificiel permet aux pilotes de voir facilement leur orientation exacte par rapport à la Terre, sans avoir à regarder par le hublot. Si la Terre était vraiment une sphère, les indicateurs d'horizon artificiel des avions devraient afficher une baisse constante, à moins que les pilotes ne corrigent constamment leur altitude vers le bas pour ne pas s'envoler directement dans ce qu'on appelle l'espace extra-atmosphérique. Par exemple, un pilote voyageant à 800 km/h au-dessus d'un globe terrestre de 40 000 km de circonférence devrait descendre en moyenne de près de 850 mètres par minute. Sinon, en une heure, l'avion se trouverait à 50 km plus haut que souhaité. En fait, si la Terre était vraiment une sphère, il n'y aurait aucune raison d'utiliser des fusées pour se rendre dans l'espace extra-atmosphérique, car le simple fait de piloter un avion en ligne droite à n'importe quelle altitude pendant une période suffisamment longue vous y enverrez déjà inévitablement. 6. Les boussoles. Le compas de marine est un autre instrument de précision qui ne peut fonctionner que sur une terre plane et qui est un outil impossible et absurde à utiliser sur un globe. Il indique simultanément le nord et le sud sur une surface plane et doit être tenu à plat pour fonctionner, tout en prétendant pointer deux pôles géomagnétiques en mouvement constant aux extrémités opposées d'une sphère en rotation provenant d'un hypothétique noyau de métal en fusion. Si les aiguilles du compas étaient effectivement attirées par le pôle nord d'un globe, l'aiguille opposée sud pointerait en réalité vers le haut et l'espace. De même, les observateurs tenant un compas en Antarctique seraient en bas de la sphère, de sorte que pour indiquer le nord, l'aiguille devrait pointer vers le bas à leurs pieds. Si le prétendu pôle sud en Antarctique était réellement le pôle sud d'un aimant, les observateurs pourraient marcher en cercle, dos au pôle sud, et avoir leur aiguille de compas indiquant le nord devant eux dans toutes les directions. Cet exploit n'a jamais été réalisé et ne le sera jamais car le prétendu pôle sud est simplement un point arbitraire sur la glace antarctique marqué d'un poteau de barbier rouge et blanc surmonté d'une petite boule métallique en forme de terre. Le type réel de magnétisme présent sur la Terre est similaire à un aimant en forme d'anneau que l'on trouve dans les haut-parleurs et qui possède un pôle nord central, le pôle sud opposé étant tous les points situés le long de la circonférence extérieure. Cela décrit parfaitement le magnétisme de notre Terre plane, alors que la prétendue source de magnétisme du modèle du globe est émise par un hypothétique noyau magnétique en fusion au centre de la Terre, qui, selon eux, fait que les deux pôles se déplacent constamment et échappent ainsi à tout jamais à une vérification indépendante de leur pôle cérémoniel. 7. Navigation à plat. Les capitaines de navires qui naviguent sur de grandes distances en mer n'ont jamais besoin de tenir compte de la courbure supposée de la Terre dans leurs calculs. La navigation à plat et la navigation orthodromique, les méthodes de navigation les plus populaires, utilisent toutes de la trigonométrie plane et non sphérique, et effectuent tous les calculs mathématiques en partant du principe que la Terre est parfaitement plane. Si la Terre était en fait une sphère, une telle hypothèse erronée conduirait à des inexactitudes constantes et flagrantes. La navigation à plat fonctionne parfaitement, en théorie comme en pratique, depuis des milliers d'années, et la trigonométrie plane s'est avérée à maintes reprises plus précise que la trigonométrie sphérique pour déterminer les distances à travers les océans. Elle est si couramment utilisée en mer que dans le livre de référence d'Henry Evers, Navigation in Theory and Practice, il est indiqué que dans la pratique, on n'utilise guère d'autres règles que celles dérivées de la navigation à plat. La grande et sérieuse objection à la navigation à plat est qu'elle ne permet pas de trouver la longitude avec précision, bien qu'en pratique, elle soit plus souvent trouvée par cette méthode que par n'importe quelle autre. Ainsi, la latitude et la longitude sont trouvées le plus souvent et le plus précisément en supposant que la Terre est plane, plus précisément même qu'en supposant que la Terre est sphérique. Citant Sans preuve que la Terre n'est pas une sphère de William Carpenter. Si la Terre était un globe, un petit modèle de globe serait la meilleure chose, parce que la plus vraie. Ainsi le navigateur pourrait l'emporter en mer avec lui. Mais une telle chose n'est pas connue. Avec un tel jouet comme guide, le navigateur ferait naufrage, c'est certain. C'est la preuve que la Terre n'est pas un globe.
8. La construction. Les géomètres, les ingénieurs, les architectes et les constructeurs ne sont jamais tenus de prendre en compte la prétendue courbure de la Terre dans leurs projets. Des fils à plomb sont utilisés pour établir des données verticales d'aplomb, et des niveaux à bulles sont ensuite utilisés pour établir des données horizontales et poser les fondations planes sur de grandes étendues. Si la Terre était en fait un globe aux proportions données, les constructeurs s'écarteraient constamment des lignes de référence verticales et horizontales qu'ils ont établies. Mais en réalité, les canaux, les voies ferrées, les ponts, les tunnels et autres grands projets sont toujours coupés et posés horizontalement, souvent sur des centaines de kilomètres sans tenir compte de la courbure et sans s'écarter de la ligne de référence établie. Comme l'a déclaré le géomètre T. Westwood dans la revue Earth Review, en nivelant, je travaille à partir de repères d'ordonnance ou de niveau de canal pour obtenir la hauteur au-dessus du niveau de la mer. Ce qui m'a étonné, c'est qu'à plusieurs kilomètres de distance, chaque niveau est traité sur toute la longueur comme s'il s'agissait du même niveau d'un bout à l'autre, sans la moindre prise en compte de la courbure. Le canal de Suez qui relie la mer Méditerranée au golfe de Suez, sur la mer Rouge, est une preuve évidente de la non-convexité de la Terre et de l'eau. Le canal est long de 160 km et ne comporte pas d'écluses, de sorte que l'eau qu'il contient est une continuation ininterrompue de la mer Méditerranée à la mer Rouge. Lors de sa construction, la courbure supposée de la Terre n'a pas été prise en compte. Il a été creusé le long d'une ligne de référence horizontale, située à 8 mètres sous le niveau de la mer, traversant plusieurs lacs d'une mer à l'autre, la ligne de référence et la surface de l'eau étant parfaitement parallèles sur les 160 km. Un autre bon exemple est le pont d'Anyang Kunshan, le plus long du monde, d'une longueur d'un peu plus de 163 km, qui est parallèle au fleuve Yangtze et relie les provinces de Shanghai et de Nanjing. Ce pont est approximativement de la même longueur que le canal de Suez et a également été construit sans tenir compte de la prétendue courbure de la Terre. Si la Terre était en fait un globe de plus de 40 000 km de circonférence, la trigonométrie sphérique dicterait que le centre du canal de Suez et du pont d'Anyang Kunshan s'élèverait à plus de 500 mètres des deux extrémités. L'ingénieur W. Winkler a été publié dans la revue Earth Review au sujet de la prétendue courbure de la Terre, déclarant « En tant qu'ingénieur, depuis de nombreuses années, j'ai constaté que cette tolérance absurde n'est autorisée que dans les livres d'école. Aucun ingénieur ne songerait à autoriser quoi que ce soit de ce genre. J'ai projeté de nombreux kilomètres de chemin de fer et bien plus encore de canaux, et cette tolérance n'a même pas été envisagée et encore moins autorisée. Cette tolérance pour la courbure signifie qu'elle est de 20,32 cm pour le premier kilomètre d'un canal et qu'elle augmente au prorata du carré de la distance en kilomètres. Ainsi, un petit canal navigable pour les bateaux, d'une longueur de 48 km par exemple, aura, selon la règle ci-dessus, une tolérance pour la courbure de 183 mètres. Pensez-y et reconnaissez que les ingénieurs ne sont pas si idiots que cela. Rien de tel n'est autorisé. Il ne nous vient pas plus à l'esprit d'accorder une marge de 183 mètres pour une ligne de chemin de fer ou de canal de 48 km que de perdre notre temps à essayer de résoudre la quadrature du cercle. Les chemins de fer sont un autre exemple de projet de construction à grande échelle s'étendant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres à partir d'une ligne de référence établie, sans déviation, sur toute la longueur. Dans une déclaration officielle publiée dans le magazine Earth Review, la Manchester Ship Canal Company a confirmé « Il est d'usage dans les constructions de chemins de fer et de canaux que tous les niveaux soient référencés par rapport à une ligne de référence, qui est nominalement horizontale et qui est indiquée comme telle sur toutes les sections. Il n'est pas d'usage de tenir compte de la courbure de la Terre lors de la construction d'ouvrages publics. » À titre d'exemple, la London and North Western Railway forme une ligne droite de 290 km de long entre Londres et Liverpool. Le point le plus élevé du chemin de fer, à mi-chemin de la gare de Birmingham, n'est qu'à 73 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais si la Terre était en fait un globe aux proportions données, le tronçon de 290 km formerait un arc dont le point central à Birmingham s'élèverait à plus de 1600 mètres au-dessus de Londres et de Liverpool. Un ingénieur géomètre de 30 ans d'expérience, dont les propos ont été publiés dans le Birmingham Weekly Mercury, a déclaré « Je connais parfaitement la théorie et la pratique du génie civil. Quel que soit le fanatisme de certains de nos professeurs à l'égard de la théorie de l'arpentage,
Selon les règles prescrites, il est bien connu parmi nous que ces mesures théoriques sont incapables d'être illustrées par la pratique. Toutes nos locomotives sont conçues pour rouler sur ce que l'on peut considérer comme des niveaux ou des plats véritables. Il y a bien sûr des inclinaisons ou des pentes partielles ici et là, mais elles sont toujours définies avec précision et doivent être parcourues avec soin. Mais toute l'élévation approchant les 20 cm par 1,6 km, augmentant selon le carré de la distance, ne pourrait être parcourue par aucun moteur qui ait jamais été construit jusqu'à présent. Si l'on compare les gares d'Angleterre et d'Écosse, on peut affirmer que tous les quais sont au même niveau relatif. La distance entre les côtes est et ouest de l'Angleterre peut être évaluée à 480 km. Si la courbure prescrite était en effet telle que représentée, les stations centrales de Rugby ou Warwick devraient être à près de 5 km plus haut qu'une corde tracée entre les deux extrémités. Si tel était le cas, il n'y aurait pas un seul conducteur ou chauffeur dans le royaume qui accepterait de prendre en charge le train. Nous ne pouvons que rire de vos lecteurs qui nous créditent sérieusement de tels exploits téméraires, tels que faire rouler des trains autour de courbes sphériques. Les courbes horizontales, sur des niveaux, sont suffisamment dangereuses. Les courbes verticales seraient 1000 fois pires et avec notre matériel roulant actuellement construit, seraient physiquement impossibles. 9. Photographie à longue distance. Nous sommes constamment en mesure d'observer des objets à des distances incroyablement longues, bien au-delà de ce qui serait possible si la Terre était en fait un globe aux proportions données. En entrant la hauteur de l'observateur et la distance observée dans un calculateur de courbure de la Terre, il est facile de vérifier à quel point une cible devrait être obstruée par la courbure terrestre. Par exemple, il est souvent possible de voir la ligne d'horizon de Chicago depuis le niveau de la mer à plus de 96 km de distance de l'autre côté du lac Michigan. En 2015, après que le photographe Joshua Nowicki a photographié ce phénomène, plusieurs chaînes d'information ont rapidement affirmé que sa photo était un mirage supérieur, une anomalie atmosphérique causée par une inversion de température. Bien que de tels phénomènes existent, la ligne d'horizon en question était orientée à l'endroit et clairement visible, contrairement à un mirage illusoire et brumeux et sur une Terre sphérique de 40 000 km de circonférence. Elle devrait se trouver à 730 mètres au-dessous de l'horizon. À Gênes, en Italie, depuis seulement 21 mètres au-dessus du niveau de la mer par temps clair. Il est possible de voir les îles lointaines d'Elbe, de Gorgone, de Capraia et de Corse, qui se trouvent à 130, 160, 165 et 200 km de distance. Si la Terre était vraiment une sphère aux proportions données, les 4 îles ne pourraient jamais être visibles pour un tel observateur et seraient cachées derrière 1000, 1600, 1700 et 2650 mètres d'eau courbée. Depuis Anchorage, en Alaska, à une altitude de 31 mètres par temps clair, on peut voir entièrement les monts Foraker et McKinley, de la base au sommet, à l'œil nu, respectivement à 193 et 210 km de distance. Si la Terre était vraiment une sphère à la circonférence donnée, les deux montagnes devraient cependant pencher en arrière, loin de l'observateur, la moitié inférieure de chaque montagne étant complètement obstruée de la vue. Selon des calculs de courbure vérifiables, 2230 mètres du sommet de 5300 mètres du mont Foraker et 2800 mètres du sommet de 6200 mètres du mont McKinley devraient être cachés derrière la courbure de la Terre. La photographie zoom la plus longue jamais prise a récemment capturé le pic Gaspard, depuis le pic de Finestrelle, à une distance énorme de 450 km. Avec une hauteur d'observation d'environ 2750 mètres. D'où la base des calculs corrects de la courbure. La montagne entière de 3900 mètres devrait être invisible derrière plus de 9000 mètres de courbure terrestre. Plus récemment encore, des spécialistes de la Terre plate, comme J. Tolan Media, ont filmé des lacs, des montagnes et d'autres points de repère jusqu'à une distance incroyable de 1600 km. À l'aide de caméras à zoom infrarouge, placées à haute altitude. Si la Terre était vraiment un globe de la taille qu'on lui prête, la plupart des points de repère photographiés seraient cachés par plus de 110 km de courbure terrestre. 10. Les phares. La distance à partir de laquelle les phares du monde entier sont visibles en mer dépasse de loin ce que l'on pourrait trouver sur une Terre en forme sphérique, aux proportions données. Par exemple,
Le phare de Dunkerque, dans le nord de la France, à une altitude de 50 mètres, est visible d'un bateau, à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, à 45 km de distance. La trigonométrie sphérique indique que si la Terre était un globe avec le taux de courbure donné, ce phare devrait être caché à 58 mètres en dessous de l'horizon. Le phare de Port Nicholson, en Nouvelle-Zélande, est à 128 mètres au-dessus du niveau de la mer et est visible à une distance de 56 km, alors qu'il devrait se trouver à 67 mètres en dessous de l'horizon. Le phare d'Egero, en Norvège, est à 47 mètres au-dessus du niveau de la mer et visible à partir de 45 km, alors qu'il devrait être à 70 mètres en dessous de l'horizon. Le phare de Madras, sur l'esplanade, est à une hauteur de 40 mètres et est visible à une distance de 45 km, alors qu'il devrait être à 76 mètres sous la ligne de vue. Le phare de Cordonan, sur la côte ouest de la France, mesure 63 mètres de haut et est visible à une distance de 50 km, alors qu'il devrait se trouver à 85 mètres sous la ligne de vue. Le phare du cap Bonavista à Terre-Neuve est à 46 mètres au-dessous du niveau de la mer et visible à 56 km, alors qu'il devrait être à 150 mètres en dessous de l'horizon. Le clocher du phare de l'église paroissiale de Saint-Botolph à Boston mesure 88 mètres de haut et est visible à plus de 64 km, alors qu'il devrait être caché à 244 mètres en dessous de l'horizon. Le phare de l'île de Wight, en Angleterre, mesure 55 mètres de haut et peut être vu à une distance de 68 km, distance à laquelle, selon les astronomes modernes, la lumière devrait se trouver à 303 mètres en dessous de la ligne de vue. Le phare du cap Agulhas, en Afrique du Sud, mesure 10 mètres de haut à 73 mètres au-dessus du niveau de la mer et peut être vu à plus de 80 km. Si le monde était un globe, ce phare se trouverait à 427 mètres en dessous de la ligne de vue d'un observateur. Enfin, le phare de Port Saïd en Égypte, dont l'altitude n'est que de 18 mètres, a été vu à une distance étonnante de 93 km, alors que, selon l'astronomie moderne, il devrait se trouver à 665 mètres en dessous de la ligne de vue. 11. Une atmosphère impossible. Si la Terre était vraiment une sphère en rotation constante vers l'Est à plus de 1600 km/h, il serait logique que les hélicoptères et les montgolfières puissent simplement planer au-dessus de la surface de la Terre et attendre que leur destination vienne à eux. Par exemple, lors de la chute libre de Félix Baumgartner depuis la stratosphère, qui a duré 3 heures au-dessus du Nouveau-Mexique, il aurait dû atterrir à plus de 4000 km à l'ouest dans l'océan Pacifique. Mais il a en réalité atterri à quelques dizaines de kilomètres à l'est du point de départ. De même, les boulets de canon et autres projectiles tirés verticalement devraient tomber considérablement vers l'ouest, sur une sphère tournant vers l'est. En réalité, cependant, chaque fois que cela a été testé, les boulets de canon tirés verticalement montent en moyenne pendant 14 secondes, descendent pendant 14 secondes et retombent au sol à moins de 60 cm du canon et parfois même directement dans la bouche du canon. Pour expliquer ce problème, les défenseurs de la sphéricité de la Terre prétendent que la gravité traîne de manière magique et inexplicable toute la basse atmosphère de la Terre en synchronisation parfaite jusqu'à une hauteur indéterminée où cette atmosphère en rotation de plus en plus rapide cède la place à l'espace vide, supposé non rotatif, non gravitationnel et sans atmosphère de l'infini. La NASA refuse de dire à quelle altitude cet exploit impossible se produit. Mais l'effet qu'une telle transition aurait sur un engin qui la traverse serait désastreux. Cette théorie est également scientifiquement réfutée par le simple fait que les vides ne peuvent pas exister connectés à des non-vides, tout en conservant les propriétés d'un vide. Comme le savent tous ceux qui ont percé une bombe aérosol, deux systèmes de pression adjacents qui ne sont pas séparés par une barrière ou une membrane quelconque s'équilibrent. Si la gravité entraînait comme par magie l'atmosphère avec la boule en rotation qu'est la Terre, cela signifierait que l'atmosphère au pôle tournerait à 0 km/h, tandis qu'aux altitudes moyennes, elle tournerait à environ 800 km/h. Puis progressivement, plus vite, jusqu'à l'équateur où la Terre et l'atmosphère tourneraient ensemble à plus de 1600 km/h. Non seulement cette atmosphère gravité augmenterait la vitesse des pôles à l'équateur, mais elle augmenterait également progressivement la vitesse au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude. En réalité, l'atmosphère, en tout point de la Terre,
n'est pas affectée par cette force présumée qui n'a jamais été mesurée et dont l'inexistence est prouvée par la capacité des avions à voler sans relâche dans n'importe quelle direction sans subir de tels changements atmosphériques. L'atterrissage d'avions sur des pistes en mouvement rapide orientées dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest et autres, serait également pratiquement impossible. Sans parler de la pluie, des feux d'artifice, des oiseaux, des insectes, des nuages, de la fumée, des ballons et des projectiles, qui se comporteraient tous très différemment si la Terre et son atmosphère tournaient constamment. Des tests ont été effectués au XIXe siècle avec des canaux orientés vers chacune des directions cardinales, ce qui a prouvé que la Terre et son atmosphère ne tournent pas. Si c'était le cas, les canons orientés vers le nord et le sud permettraient d'établir un contrôle, tandis que les boulets tirés vers l'est devraient tomber beaucoup plus loin que tous les autres et les boulets tirés vers l'ouest beaucoup plus près. En réalité, quelle que soit la direction dans laquelle les canons sont tirés, la distance parcourue est toujours la même. Le bon sens nous dit que si la Terre et son atmosphère tournaient constamment vers l'est à plus de 1600 km/h, cela devrait quelque part être vu, entendu, ressenti ou mesuré par quelqu'un. Mais personne dans l'histoire n'a jamais fait l'expérience de ce prétendu mouvement vers l'est. En revanche, nous pouvons entendre, ressentir et mesurer expérimentalement la moindre brise en direction de l'ouest. En outre, les nuages, les vents et les conditions météorologiques se déplacent de manière imprévisible dans tous les sens. Les nuages voyageant souvent simultanément dans des directions opposées à des altitudes différentes, ce qui est tout à fait incompatible avec la théorie d'une Terre et d'une atmosphère en rotation rapide. 12. Les temps de vol. Si la Terre et son atmosphère tournaient constamment vers l'est à plus de 1600 km/h à l'équateur, alors l'avion commercial moyen voyageant à 800 km/h ne devrait jamais être en mesure d'atteindre ses destinations vers l'est avant qu'elles ne le rattrapent. De même, les destinations vers l'ouest devraient être atteintes 3 fois plus vite. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, les différences de durée de vol entre l'est et l'ouest se résument généralement à une question de minutes et sont loin de ce qui se produirait sur une planète en rotation. Comme l'a déclaré Gabrielle Henriette dans son livre Heaven and Earth, si l'aviation avait été inventée à l'époque de Copernic, il n'y a aucun doute qu'il aurait bientôt réalisé que sa théorie sur la rotation de la Terre était fausse en raison de la relation existante entre la vitesse d'un avion et celle de la rotation de la Terre. Si la Terre tourne, comme on le dit, à 1600 km/h et qu'un avion vole dans la même direction à seulement 800 km/h, il est évident que sa destination sera de plus en plus éloignée chaque minute. D'autre part, si le vol avait lieu dans la direction opposée à celle de la rotation, une distance de 2400 km serait parcourue en 1 heure, au lieu de 800, car la vitesse de la rotation doit être ajoutée à celle de l'avion. On pourrait également faire remarquer qu'une vitesse de vol de 1600 km/h, qui est censée être celle de la rotation de la Terre, a récemment été atteinte, de sorte qu'un avion volant à cette vitesse dans la même direction que celle de la rotation ne pourrait pas du tout parcourir de terrain. Il resterait suspendu dans les airs au-dessus du point de départ, car les deux vitesses sont égales. Selon le modèle du globe en rotation, la Terre et son atmosphère se déplaceraient ensemble à une vitesse de 1600 km/h à l'équateur et à une vitesse progressivement plus lente, se rapprochant de zéro à l'approche des pôles. Les exemples suivants se déroulent tous aux altitudes moyennes où le modèle du globe prétend que la Terre et son atmosphère devraient se déplacer ensemble à environ 800 km/h, ce qui correspond à la vitesse de vol moyenne d'un avion de ligne. Par exemple, les vols de Los Angeles à New York vers l'est, selon la rotation supposée de la Terre, durent en moyenne 5h30, de sorte que le vol retour vers l'ouest ne devrait prendre que 2h45. Mais en réalité, le vol moyen de New York à Los Angeles dure plus de 6 heures, une durée totalement incompatible avec le modèle du globe en rotation. Les vols de Tokyo à Los Angeles vers l'est, avec la prétendue rotation de la Terre, durent en moyenne 10h30. Les vols de retour vers l'ouest contre la prétendue rotation devraient donc durer en moyenne 5h15, mais durent en fait en moyenne 11h30. Une durée de vol totalement incompatible avec le modèle du globe terrestre. Les vols vers l'est de New York à Londres durent en moyenne 7 heures. Les vols vers l'ouest contre la prétendue rotation
devrait donc durer en moyenne 3h30. Mais en réalité, il dure en moyenne 7h30. Les vols vers l'est de Chicago à Boston avec la prétendue rotation de la Terre durent en moyenne 2h15. De sorte que les vols de retour vers l'ouest contre la prétendue rotation devraient durer en moyenne un peu plus d'une heure, mais en réalité, ils durent en moyenne 2h45. Les vols Paris-Rome vers l'est durent en moyenne 2 heures. Donc les vols retour vers l'ouest à l'encontre de la prétendue pirouette ne devraient durer qu'1 heure. Mais en réalité, ils durent en moyenne 2h10. Toutes ces durées de vol sont impossibles sur une sphère tournant à 1600 km vers l'est, mais correspondent à ce que l'on pourrait attendre au-dessus d'une Terre immobile. 13. Les trajectoires de vol. Si la Terre était vraiment une sphère, il y aurait plusieurs vols dans l'hémisphère sud, dont la trajectoire la plus rapide et la plus directe passerait au-dessus du continent antarctique, par exemple de Santiago du Chili à Sydney en Australie. Cependant, au lieu d'emprunter la route la plus courte et la plus rapide en ligne droite au-dessus de l'Antarctique, tous ces vols font des détours dans toutes les directions pour s'éloigner de l'Antarctique, sous prétexte que les températures sont trop froides pour un voyage en avion. Compte tenu du fait qu'il existe de nombreux vols à destination, en provenance et au-dessus de certaines parties de l'Antarctique, et que la NASA prétend disposer d'une technologie permettant de les maintenir dans des conditions bien plus froides et bien plus chaudes que celles rencontrées sur Terre, une telle excuse n'est manifestement qu'une excuse, et ces vols ne sont pas effectués parce qu'ils sont impossibles. Si la Terre était une sphère et que l'Antarctique était trop froid pour être survolé, la seule façon logique de voler de Sydney à Santiago serait de survoler le Pacifique, en restant dans l'hémisphère sud pendant tout le trajet. Le ravitaillement pourrait se faire en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres destinations de l'hémisphère sud en cours de route si cela s'avérait absolument nécessaire. Mais en réalité, les vols Santiago-Sydney se rendent dans l'hémisphère nord et font des escales à Los Angeles et dans d'autres aéroports nord-américains avant de redescendre dans l'hémisphère sud. Ces détours ridicules n'ont aucun sens sur le globe, mais sont parfaitement logiques et forment des lignes presque droites lorsqu'ils sont représentés sur une carte de la Terre plane. Sur un globe terrestre, la liaison entre Johannesburg, Afrique du Sud, et Perth, en Australie, devrait se faire en ligne droite au-dessus de l'océan Indien, avec des possibilités de ravitaillement à l'île Maurice ou à Madagascar. La plupart des vols Johannesburg-Perth font curieusement escale à Dubaï, Hong Kong ou en Malaisie. Autant d'escales qui n'ont aucun sens sur un modèle sphérique, mais qui sont tout à fait compréhensibles sur une Terre plane. Sur un globe terrestre, la liaison entre le Cap, Afrique du Sud, et Buenos Aires, Argentine, devrait se faire en ligne droite au-dessus de l'Atlantique, en suivant la même ligne de latitude. Mais au lieu de cela, tous les vols desservent d'abord des destinations de l'hémisphère nord, s'arrêtant n'importe où, de Londres à Dubaï, en passant par la Turquie. Une fois de plus, cela n'a absolument aucun sens sur le modèle du ballon, mais ce sont des options tout à fait compréhensibles lorsqu'elles sont représentées sur une terre plane. Sur un globe terrestre, Santiago du Chili à Johannesburg en Afrique du Sud devrait être un vol facile, se déroulant sous le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud. Mais chaque vol répertorié fait d'abord une curieuse escale de ravitaillement au Sénégal, près du tropique du Cancer dans l'hémisphère nord. Sur une carte de la Terre plane, la raison est pourtant évidente. Le Sénégal se trouve en fait directement sur une trajectoire en ligne droite, à mi-chemin entre les deux. Sur un globe terrestre, le trajet entre Johannesburg, Afrique du Sud, et Sao Paulo, au Brésil, devrait être rapide et rectiligne, le long du 25e degré de latitude sud. Mais au lieu de cela, presque tous les vols font d'abord une escale de ravitaillement à Londres, au 50e degré de latitude nord. La seule raison pour laquelle une escale aussi ridicule fonctionne dans la réalité est que la Terre n'est pas une boule en rotation. 14. Latitude et longitude. Si la Terre était vraiment un globe, chaque ligne de latitude au sud de l'équateur devrait mesurer une circonférence de plus en plus petite au fur et à mesure que l'on se déplace vers le sud. En revanche, si la Terre est un plan étendu, chaque ligne de latitude au sud de l'équateur devrait mesurer une circonférence de plus en plus grande au fur et à mesure que l'on se déplace vers le sud. Les mesures pratiques de distance tirées de The Australian Handbook Almanac Shippers and Importers Directory indiquent que la distance en ligne droite entre Sydney et Nelson est de 2500 km terrestres, pour une différence de longitude donnée de 22 degrés 2 minutes 14 secondes. Par conséquent, si 22 degrés 2 minutes 14 secondes sur 360 représente 2500 km,
L'ensemble mesurerait 40 526 km, ce qui est non seulement plus grand que ce que le globe est censé être à l'équateur, mais aussi plus grand de 6 860 km que ce qu'il serait à la latitude sud de Sydney sur un globe aux proportions données. De la proximité du Cap Horn au Chili à Port Phillip à Melbourne, en Australie, la distance est de 17 000 km, soit 143 degrés de longitude. En factorisant les degrés restants à 360, on obtient une distance totale de 42 535 km autour de cette latitude particulière, soit plus de 2400 km de plus que ce que la Terre est censée être à l'équateur, et plusieurs milliers de kilomètres de plus que ce qu'elle est censée être à des latitudes aussi méridionales. Des calculs similaires effectués entre le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud et Melbourne, en Australie, à une latitude moyenne de 35,5 degrés sud, ont donné un chiffre approximatif de plus de 40 000 km, ce qui est à nouveau supérieur à la circonférence supposée de la Terre à l'équateur. Par ailleurs, les calculs effectués entre Sydney, Australie, et Wellington, Nouvelle-Zélande, à une latitude moyenne de 37,5 degrés sud, ont donné une circonférence approximative de 41 000 km, ce qui est encore plus grand. Selon le modèle du globe, la circonférence de la Terre à 37,5 degrés de latitude sud ne devrait être que de 31 800 km, soit près de 10 000 km de moins que les mesures effectuées. Le fait que de nombreux capitaines naviguant au sud de l'équateur en se basant sur la théorie globulaire se soient retrouvés en décalage important, et ce, d'autant plus que l'on se dirigeait vers le sud, témoigne également du fait que la Terre n'est pas une boule. Par exemple, lors des voyages du capitaine James Clark Ross autour de la circonférence de l'Antarctique, il a souvent écrit dans son journal qu'il était perplexe de voir qu'ils se trouvaient régulièrement en désaccord avec leur carte, déclarant qu'ils se trouvaient entre 19 et 26 km de leur point de repère chaque jour, et plus tard, plus au sud, à 46 km de leur point de repère. Le lieutenant Charles Wilkes a commandé une expédition d'exploration de la marine américaine dans l'Antarctique de 1838 à 1842 et a également mentionné dans son journal qu'il se trouvait constamment à l'est de son point de repère, parfois à plus de 32 km en moins de 18 heures, citant le révérend Thomas Milner. Dans l'hémisphère sud, les navigateurs vers l'Inde se sont souvent crus à l'est du Cap, alors qu'ils étaient encore à l'ouest, et ont dû débarquer sur la côte africaine qui, d'après leurs calculs, se trouvait derrière eux. Cette mésaventure est arrivée à une belle frégate, le Challenger, en 1845. Comment le navire de Sa Majesté Conqueror a-t-il pu être perdu ? Comment tant d'autres nobles navires parfaitement entretenus, équipés d'un équipage compétent et navigués avec précision, ont-ils fait naufrage par temps calme non seulement dans la nuit noire ou dans le brouillard, mais aussi en plein jour et en plein soleil ? Dans le premier cas sur les côtes, dans le second sur des rochers engloutis, parce qu'ils étaient en dehors des clous. La réponse est simple, la Terre n'est pas une sphère. Dans le modèle du globe, l'Antarctique est un continent de glace qui couvre le fond de la boule, de 70 à 90 degrés de latitude sud, et dont la circonférence n'excède donc pas 19 000 km. De nombreux explorateurs, dont le capitaine Cook et James Clark Ross, ont pourtant tenté de faire le tour de l'Antarctique en 3 ou 4 ans, et ont parcouru entre 80 000 et 95 000 km. Le capitaine George Knarr, lors de son expédition Challenger, a également effectué une navigation circulaire indirecte mais complète de l'Antarctique, en parcourant plus de 110 000 km, ce qui est totalement incompatible avec le modèle du globe. Hervé Riboni, qui a fait le tour du monde lors de la Whitbread Yacht Race de 1993, est récemment devenu lui-même un adepte de la Terre plane et affirme que la tromperie se fait par le biais du canular de la déclinaison magnétique. Hervé précise que sur notre Terre plane, la déclinaison magnétique n'existe pas. Il insiste sur le fait que c'est l'ajout de cette carte basée sur le globe et les calculs mathématiques de navigation qui permettent aux pilotes et aux marins de garder le cap. 15. Arctique et Antarctique. Si la Terre était vraiment un globe, les régions polaires arctiques et antarctiques et les zones de latitude comparables au nord et au sud de l'équateur devraient partager des conditions et des caractéristiques similaires, telles que des températures comparables, des changements saisonniers, la durée du jour, la vie végétale et animale. En réalité, les régions arctiques, antarctiques et les zones de latitude comparables au nord et au sud de l'équateur sont très différentes à bien des égards.
ce qui est totalement incompatible avec le modèle du globe, mais correspond exactement à ce que l'on peut attendre d'une Terre plane. Par exemple, l'Antarctique est de loin l'endroit le plus froid de la planète, avec une température annuelle moyenne d'environ -50 °C et un record de -93 °. La température annuelle moyenne au pôle Nord, en revanche, est de -15 °, ce qui est relativement chaud. Tout au long de l'année, les températures de l'Antarctique varient de moins de la moitié de celles des latitudes arctiques comparables, et la région nord de l'Arctique bénéficie d'étés modérément chauds et d'hivers gérables, alors que la région sud de l'Antarctique ne se réchauffe jamais assez pour faire fondre la neige et la glace qui s'y trouvent perpétuellement. Sur une Terre en forme de boule, inclinée et oscillant, tournant uniformément autour du Soleil, les températures et les saisons de l'Arctique et de l'Antarctique ne devraient pas varier aussi fortement. Dans l'Arctique, il y a 4 saisons bien distinctes, des étés chauds et une abondance de plantes et d'animaux, ce qui n'est pas le cas dans l'Antarctique. Les Esquimaux vivent également au nord jusqu'au 79e parallèle, alors qu'au sud, on ne trouve pas d'autochtones au-delà du 56e parallèle. L'Islande, à 65 de latitude nord, abrite 870 espèces de plantes indigènes et une faune abondante et variée. À titre de comparaison, l'île de Géorgie, située à 54 de latitude sud, ne compte que 18 espèces de plantes indigènes et la vie animale y est pratiquement inexistante. À la même latitude que le Canada ou l'Angleterre, au nord, où les forêts denses et les grands arbres abondent, le capitaine Cook a écrit à propos de la Géorgie qu'il n'avait pas pu trouver un seul arbuste assez grand pour faire un cure-dent. Cook écrit « On ne voyait pas un seul arbre. Les terres qui s'étendent au sud sont condamnées par la nature à un froid perpétuel, à ne jamais ressentir la chaleur des rayons du soleil. Je n'ai pas les mots pour décrire l'aspect horrible et sauvage de ces terres. Même la vie marine est rare dans certaines étendues, et l'oiseau de mer est rarement observé en train de voler au-dessus de ces étendues solitaires. Les contrastes entre les limites de la vie organique dans les zones arctiques et antarctiques sont très remarquables et significatifs. À des latitudes comparables au nord et au sud, le Soleil se comporte également très différemment de ce qu'il devrait être sur le modèle du globe, mais exactement comme on s'y attend sur une Terre plane. Par exemple, dans le nord, l'aube et le crépuscule apparaissent lentement et durent beaucoup plus longtemps que dans le sud, où ils apparaissent et disparaissent très rapidement. Dans certains endroits du nord, le crépuscule peut durer plus d'1 heure, alors qu'à des latitudes méridionales comparables, la lumière du Soleil disparaît complètement en quelques minutes. En outre, les jours d'été les plus longs au nord de l'équateur sont beaucoup plus longs que ceux au sud de l'équateur, et les jours d'hiver les plus courts au nord de l'équateur sont beaucoup plus courts que les plus courts au sud de l'équateur. Ces faits sont inexplicables sur une Terre en rotation uniforme, mais sont parfaitement logiques sur une Terre plane où le Soleil parcourt des cercles plus rapides et plus larges au-dessus du sud, et des cercles plus lents et plus étroits au-dessus du nord. 16. Le soleil de minuit. Le soleil de minuit est un phénomène arctique qui se produit chaque année au moment du solstice d'été. Pendant plusieurs jours d'affilée, les observateurs situés au nord du cercle polaire arctique peuvent voir le soleil décrire des cercles au-dessus de leur tête, se lever et se coucher tout au long de la journée, mais ne jamais se coucher complètement pendant plus de 72 heures. Si la Terre était en fait un globe en rotation autour du soleil, le seul endroit où l'on pourrait observer un phénomène tel que le soleil de minuit serait les pôles. Tout autre point d'observation à partir de 89 de latitude ne pourrait jamais, quelle que soit son inclinaison, voir le soleil pendant plus de 24 heures d'affilée. Pour le faire sur un globe en rotation à un point autre que les pôles, il faudrait regarder à travers des kilomètres et des kilomètres de terre et de mer pendant une partie de la révolution. Certains prétendent qu'il existe un phénomène similaire en Antarctique, mais comme par hasard, ils ne disposent d'aucune vidéo non coupée le montrant. Les quelques vidéos disponibles en ligne ont été montrées ou manipulées de manière suspecte, et le traité de l'Antarctique n'autorise pas les explorateurs indépendants à se rendre sur place pendant le solstice d'hiver pour vérifier ou réfuter ces affirmations. À l'inverse, des dizaines de vidéos non coupées sont accessibles au public et montrent le soleil de minuit arctique, ce qui a été vérifié sans l'ombre d'un doute. En outre, chaque année, à partir du 71e degré de latitude sud, le soleil se couche le 17 mai et n'est pas revu au-dessus de l'horizon avant le 21 juillet. Ce phénomène est totalement contraire au modèle du globe, mais s'explique facilement sur une Terre plane. Le soleil de minuit est visible à l'intérieur du cercle polaire arctique pendant le solstice d'été parce que le soleil, dans son cycle le plus interne,
tourne suffisamment autour du centre polaire pour rester constamment visible au-dessus de l'horizon pour quelqu'un qui se trouve à un tel point d'observation. De même, aux latitudes méridionales extrêmes, le Soleil disparaît complètement de la vue pendant plus de 2 mois, parce qu'au tropique nord, dans le cycle le plus interne de son voyage en boomerang, le Soleil tourne trop étroitement autour du centre nord pour être vu depuis la circonférence sud. 17. Polaris. Dans le modèle héliocentrique, on prétend que la Terre est un globe qui tourne à 1600 km/h autour de son axe, tout en tournant à des dizaines de milliers de kilomètres par heure autour du Soleil, tandis que le système solaire tout entier tourne à des centaines de milliers de kilomètres à l'heure autour de la Voie lactée, et que la galaxie tout entière s'élance à des millions de kilomètres à l'heure dans l'espace infini. En réalité, personne dans l'histoire n'a jamais vu, entendu, ressenti ou mesuré de tels mouvements. Et tout le monde peut voir clairement par lui-même que Polaris, l'étoile polaire située directement au-dessus du pôle nord de la Terre, ne bouge jamais, nuit après nuit, année après année, siècle après siècle, alors que toutes les autres étoiles fixes restent fixes dans leur constellation relative en formant des cercles parfaits autour d'elles. De telles traînées d'étoiles circulaires autour d'une étoile polaire immobile, observées sur des photos prises en accéléré, prouvent que ce sont les étoiles elles-mêmes qui se déplacent et non la Terre. Si la Terre était vraiment une boule spatiale qui bascule, oscille et tourne en subissant ces multiples mouvements contradictoires dans l'univers, on ne verrait jamais que des traînées d'étoiles irrégulières et aléatoires en forme de spirale. Et le ciel nocturne ne serait jamais 2 fois le même. Il serait impossible que les constellations existent si la Terre effectuait vraiment tous ces mouvements théoriques. Citant « 100 Proof Earth is not a globe » de William Carpenter. Pourquoi, au nom du bon sens, les observateurs devraient-ils fixer leur télescope sur de solides bases de pierre afin qu'ils ne se déplacent pas d'un cheveu si la Terre sur laquelle ils les fixent se déplace à la vitesse de 30 km par seconde? En effet, croire que 6 000 millions de tonnes roulent, déferlent, volent, s'élancent à travers l'espace pour toujours, avec une vitesse à laquelle un coup de canon n'est qu'une diligence très lente, avec une précision si infaillible que l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit là d'un phénomène naturel, avec une précision si infaillible qu'un télescope fixé sur les piliers de granit d'un observatoire ne permettra pas à un astronome à œil de lynx de détecter une variation dans son mouvement vers l'avant de la millième partie de l'épaisseur d'un cheveu. C'est concevoir un miracle par rapport auquel tous les miracles répertoriés pris ensemble sombreraient dans l'insignifiance la plus totale. Puisque nous pouvons, dans les latitudes nord moyennes, voir l'étoile polaire en regardant par une fenêtre qui lui fait face, et la voir par le même coin de la même vitre dans la même fenêtre tout au long de l'année, c'est faire preuve suffisante pour tout homme sensé que nous n'avons fait aucun mouvement et que la Terre n'est pas un globe terrestre. 18. Sigma Octantis. Sigma Octantis est considérée comme une étoile polaire centrale méridionale semblable à Polaris, autour de laquelle les étoiles de l'hémisphère sud tournent toutes dans la direction opposée. Contrairement à Polaris, Sigma Octantis ne peut pas être vue simultanément de tous les points situés à la même latitude. Elle n'est pas centrale, mais prétendument décentrée d'1 degré. Elle n'est pas immobile et, en fait, elle ne peut pas être vue du tout à l'aide des télescopes disponibles dans le commerce. L'existence même de Sigma Octantis fait l'objet de spéculations légitimes. Le modèle héliocentrique prétend que les étoiles situées au sud de l'équateur tournent dans la direction opposée autour de Sigma Octantis. Mais en réalité, tous les luminaires tournent dans la même direction, d'est en ouest, autour de Polaris, comme dans le dôme d'un planétarium. Notre planétarium terrestre est toutefois trop vaste pour qu'un observateur puisse voir toutes les étoiles simultanément à partir d'un seul point d'observation, de sorte que leurs mouvements apparents, leur angle et leur inclinaison varient en fonction de la perspective et de la direction exacte à laquelle on fait face. Citation de Earth is not a globe par le docteur Samuel Robotham. Une autre chose est certaine, de l'intérieur de l'équateur, l'étoile polaire nord et les constellations Ursa Major, Ursa Minor et bien d'autres peuvent être vues simultanément de tous les méridiens, tandis qu'au sud de l'équateur, ni la soi-disant étoile polaire du sud, ni la remarquable constellation de la Croix du Sud ne peuvent être vues simultanément de tous les méridiens. Ce qui montre que toutes les constellations du Sud, étoiles polaires incluses, balayent un grand arc méridional et traversent le méridien depuis leur lever le soir jusqu'à leur coucher le matin.
Mais si la Terre est un globe, Sigma Octantis, étoile polaire sud, et la Croix du Sud, constellation circumpolaire sud, devraient toutes être visibles en même temps de toutes les longitudes à la même latitude, comme c'est le cas pour l'étoile polaire nord et les constellations circumpolaires nord. Or, ce n'est pas le cas. 19. Soleil local. Les chiffres astronomiques et héliocentristes semblent toujours parfaitement précis, mais ils sont historiquement connus pour avoir été modifiés régulièrement et radicalement afin de les adapter à leurs différents modèles. Par exemple, en son temps, Copernic a calculé que la distance du Soleil par rapport à la Terre était exactement de 5 457 600 km. Au siècle suivant, Johann Kepler a estimé qu'il se trouvait en réalité à près de 20 millions de kilomètres. Isaac Newton a déclaré à son époque que peu importe que nous le considérions à 45 ou à 87 millions de kilomètres, l'un ou l'autre conviendrait tout aussi bien. Benjamin Martin a calculé entre 130 et 132 millions de kilomètres. Thomas Dilworth a affirmé plus de 150 millions de kilomètres. John Hind a déclaré positivement 153 millions. Benjamin Gould a dit plus de 154 millions de kilomètres. Et Christian Mayer a pensé que c'était plus de 167 millions. Aujourd'hui, les héliocentristes actuels ont retenu le chiffre de 150 millions de kilomètres. Mais toutes ces distances ridicules sont facilement prouvées par la même méthode que celle utilisée depuis des siècles par les partisans de la Terre plane. En mesurant avec des sextants et en calculant avec la trigonométrie plane, le Soleil et la Lune ne mesurent qu'environ 50 km de diamètre et sont distants de moins de 5000 km. En outre, des images prises par des amateurs en ballon au-dessus des nuages ont fourni une preuve visuelle étonnante que le Soleil ne peut pas se trouver à des millions de kilomètres. Sur plusieurs clichés, on peut voir un point chaud se refléter sur les nuages, directement sous l'influence du Soleil qui ressemble à un projecteur. Si le Soleil se trouvait réellement à des millions de kilomètres, un point chaud aussi petit et localisé ne pourrait pas se produire. Une autre preuve que le Soleil n'est pas à des millions de kilomètres est fournie par l'angle des rayons solaires, qui remontent à leur source au-dessus des nuages. Il existe d'innombrables photos et vidéos montrant comment la lumière du Soleil traverse la couverture nuageuse selon différents angles convergents. La zone de convergence est bien sûr le Soleil, et n'est manifestement pas située à des millions de kilomètres, mais plutôt relativement proche de la Terre. Le fait que les reflets du Soleil et de la Lune sur l'eau forment toujours une ligne droite entre l'horizon et l'observateur prouve également que la Terre n'est pas une boule. Si la surface de la Terre était incurvée, il serait impossible pour la lumière réfléchie de se courber au-dessus de la boule. 20. Expériences scientifiques. Plusieurs expériences ont été réalisées et répétées par des scientifiques de renom tels qu'Albert Michelson, Edward Morley, George Airy, George Sagnac, prouvant que ce sont les étoiles qui tournent autour d'une Terre immobile et non l'inverse. Les résultats concluants de leur expérience ne sont pas contestés ni même mentionnés dans les livres d'astronomie moderne, mais plutôt commodément balayés sous le tapis pour empêcher les esprits indiscrets de voir à travers les mensonges. Par exemple, l'expérience connue sous le nom d'échec d'Airy, puisqu'elle n'a pas permis de confirmer l'héliocentrisme, a prouvé que les étoiles se déplacent par rapport à une Terre immobile et non l'inverse. En remplissant d'abord un télescope d'eau pour ralentir la vitesse de la lumière à l'intérieur, puis en calculant l'inclinaison nécessaire pour que la lumière des étoiles descende directement dans le tube, Airy n'a pas réussi à prouver la théorie héliocentrique, puisque la lumière des étoiles arrivait déjà dans le bon angle sans qu'aucun changement ne soit nécessaire, et a au contraire prouvé le modèle géocentrique. Les expériences Michelson-Morley, Michelson-Gale et Sagnac ont également tenté de mesurer la variation de la vitesse de la lumière due au mouvement supposé de la Terre dans l'espace. Après avoir effectué des mesures dans toutes les directions possibles et en divers endroits, elles n'ont pas réussi à détecter le moindre changement significatif, ce qui prouve une fois de plus le bien fondé du modèle géocentrique stationnaire. Il suffit de dire que ces 20 points ne font qu'effleurer la surface, et qu'il y a beaucoup plus de preuves disponibles, à la fois dans le livre de William Carpenter, 100 Proofs Earth is not a globe, sans preuve que la Terre n'est pas un globe, et dans mon propre livre, 200 Proofs Earth is not a spinning ball, 200 preuves que la Terre n'est pas une boule qui tourne.